n'appartient à personne, ni à un milliardaire quel qu'il soit, ni à une puissance étrangère, ni à un parti politique. TVL, c'est l'indépendance au service de votre information. Cette liberté, c'est aussi ce qui met une cible sur notre dos. Parce que nous ne sommes pas corruptibles. Pas de chantage à la subvention, pas de copinage, pas de pantouflage. Le système n'a pas de prise pour nous faire rentrer dans le rang. Alors il veut nous ostraciser et puis nous ruiner pour que seuls survivent les médias labellisés. Ils nous ont déjà frappés partout, sur les réseaux sociaux, sur nos comptes bancaires, sur notre chaîne YouTube. Et ils continuent. Et ils continueront. Ils ont un agenda. Ils veulent nous mettre à terre avant les prochaines grandes échéances. Mais avec votre soutien, je le sais, nous tiendrons grâce à votre don. Nous continuerons de les gêner et nous grandirons encore ensemble. Le compte à rebours a commencé. Alors je compte sur vous dès maintenant. Bien, mon cher John Lolland, nous revoici pour poursuivre notre conversation. Nous avons déjà dit beaucoup de choses sur vous et la Grande-Bretagne, le Brexit dont vous êtes un des lointains inspirateurs, la connaissance que vous avez des principaux acteurs de la politique anglaise. Je voudrais qu'on élargisse un peu cette fois. Une question que je ne vous ai pas posée. Vous avez été lecteur assez jeune. J'étais à Oxford pour la deuxième fois, je faisais ma thèse et j'avais deux amis français, de proches amis français à Oxford, dont un faisait son service militaire dans le civil à la Maison française à Oxford et qui m'a proposé, donc, qui a fait en sorte que je vienne à Paris pour occuper un poste de lecteur à Paris 3 à la Sorbonne Nouvelle. Donc, je connaissais évidemment... Et Paris vous a plu? Non seulement Paris m'a plu, mais en arrivant à Paris, je devais avoir, je ne sais pas, 26, 27 ans, et j'avais fait une licence de philosophie à Oxford. J'ai compris que je n'avais rien appris à Oxford. Tellement Paris, tellement la France est la patrie de la philosophie et de la pensée. Nous parlions de Tresmontan dans l'autre émission. Un de vos inspirateurs, Claude Tresmontan. Et donc, j'ai été ébloui. Alors, je connaissais bien sûr déjà la France. Je voyage depuis... Vous parliez français? Oui, je parlais français. Oui. Je parlais français très tôt, en fait. Je parlais français appris déjà. Dans votre famille? Non, à l'école. Je l'ai appris très tôt. J'ai le souvenir d'avoir... puisque, quand ma mère est née en Roumanie... ma grand-mère avait... Très cosmopolite dès le début, hein? Oui. Très européen, pardon. Oui. Je me souviens, ma grand-mère avait reçu une amie roumaine chez elle, et cette roumaine ne parlait que le français, elle ne parlait pas anglais. Bien sûr, oui. Et je devais avoir, je ne sais pas, 7, 8, 9 ans, je ne sais pas, mais je pouvais déjà, à cette époque-là... Parler français. Voilà. Donc oui, je parlais français, mais je parlais mieux allemand à l'époque. Le français n'était pas ma principale, c'était la première langue étrangère, mais pas la principale, puisque j'avais passé, je l'ai dit, une grande partie de mon adolescence avec ma grande-tante à Munich. Mais j'étais ébloui, et autant que je n'avais jamais trop aimé l'Allemagne, j'y allais puisque ça m'intéressait, la famille, ça m'attirait. J'ai toujours été attiré par l'Europe centrale, par l'Europe de l'Est, c'est une grande partie de ma vie. Je suis, dans mon âme, quand même beaucoup plus attiré par les pays latins. Oui, vous nous parliez de par les pays de l'Empire romain. Voilà. Oui, dont l'Angleterre fait partie. Alors, on l'oublie. Oui, oublions-le. non, mais on dit... mes filles à l'école ont des cartes de l'Empire romain sans l'Angleterre. Enfin, c'est impossible. Il y a eu un mur quand même, hein? Non, ça c'est l'Écosse, l'Angleterre. Ah l'Angleterre, d'accord. Le tous les toponymes. C'était l'Écosse, oui. Oui, c'était pour les Écossais, les barbares. Je suis d'origine écossaise.
Non, mais tous les toponymes, non pas tous, mais il y a des centaines, centaines de toponymes. Tout ce qui est Chester, Castor, Castres, Gloucester, Lancaster, Dorchester, tout cela, ce sont des castrum, ce sont des forteresses romaines. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges de mots entre l'anglais et le français parce que la source est latine, tout simplement. Il y a quelque chose comme 70, sinon 75% des mots dans le vocabulaire anglais qui sont des mots français ou latins. Latin, oui. Et je dis souvent, y compris par exemple à des Italiens, qu'il n'y a pas deux langues, il n'y a pas deux autres langues où il y a les mêmes mots dans les deux langues, entre l'anglais, comme c'est le cas entre l'anglais et le français. C'est-à-dire, en anglais, je donne un exemple, le mot police. Alors, mais il y a des milliers comme ça. Le mot police, c'est le même mot dans les deux langues. Mais en italien, ce n'est pas police, on ne dit pas police en italien, on dit polizia. Donc c'est un autre mot, c'est très, très proche bien sûr, mais l'anglais et le français sont les deux langues qui ont des milliers de mots identiques. Alors, ce qui nous oppose tout de même un peu, mais ce n'est pas votre cas, c'est la religion. Vous êtes catholique, j'ai oublié de le dire dans la précédente conversation, ça explique beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Peut-être en raison de votre famille. Il y a beaucoup de catholiques influents en Grande-Bretagne, pas tant que ça. Oui, si. Oui, enfin, ils sont plus influents, on va dire, par rapport à leur proportion dans la population. Qui sont faibles. Oui, c'est 10% et encore. Oh, oui. Peut-être qu'un peu plus maintenant qu'auparavant, parce que je pense que je ne sais pas. Mais enfin, c'est un épiphénomène. La religion anglicane n'est pas florissante. La religion, de toute façon, est un épiphénomène dans la vie anglaise. L'Angleterre est le pays de très loin le plus sécularisé en Europe. De très loin, de très très loin. On le voit dans les... Non seulement au niveau de la pratique, non seulement au niveau de la pratique. L'euthanasie et autres. Oui, alors ça, nous l'avons aussi en France, mais ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais les chiffres sont épouvantables. C'est aussi le fait que cela ne rentre jamais dans le discours public. On ne parle jamais de Dieu, on ne parle jamais de la transcendance. Les Anglais sont un peuple malheureusement très répugne. C'est répugnant. C'est du mauvais goût. Voilà. Pas distingué. Oui, c'est un mauvais goût. C'est le mauvais goût. Pourtant, on a vu, je crois, des croix pour la première fois. Oui, alors ça, je ne sais pas comment l'expliquer. La grande manifestation de Tony Robinson il y a quelques mois à Londres, qui a rassemblé beaucoup de monde, mais avec notamment des croix qui sont apparues. C'est atypique pour les... C'est tout à fait surprenant. Je pense que les gens ont dû porter des croix parce qu'ils comprennent que ce n'est pas le croissant, qu'il faut bien se montrer, etc. Mais qu'il y ait une pratique ou une croyance religieuse en Angleterre, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Alors que la France, alors bien sûr c'est très minoritaire, mais moi qui suis catholique traditionnaliste, et ce traditionnalisme français, ce traditionnalisme catholique vient quand même de la France, Marcel Lefebvre, etc. Oui. Il y a, malgré toute la tradition rationaliste, cartésienne, etc. de la France, une très grande composante mystique. Oui, mais elle n'est pas incompatible, mais enfin bon. Ah, peut-être. Ça, c'est l'œuvre de Benoît XVI. Mais je ne sais pas si vous avez une grande dilection pour les papes. Mais Benoît XVI a montré ce mysticisme français, j'ai vu récemment le film sur le Sacré-Cœur, c'est quand même quelque chose de très spécial pour la France. Alors, il n'y a pas que la France, mais cette dimension-là, elle est totalement absente de l'Angleterre, de la vie anglaise. Benoît XVI, la raison sans la foi est dangereuse et la foi sans la raison est aveugle. Nous ne nous posons pas à ce point. Non, mais je fais le contraste avec l'Angleterre. L'Angleterre ne... C'est pas le cas du tout en Angleterre. Il n'y a pas cette tension entre les deux dimensions. Et c'est intéressant parce que vous avez, non seulement vous êtes catholique, mais bon, on sait que vous enseignez à ICES, tout le monde l'a dit dans la précédente conversation, et aussi à l'IPC, qui est quand même un des temples de la pensée chrétienne dans l'université française au sens large, et notamment de la pensée thomiste. Vous citiez à l'instant Monseigneur Lefebvre, vous êtes un catholique oui, mais c'est parce que je l'ai connu en France, le traditionnalisme. Ah oui. Ça vient de la France. Bien sûr. Et vous continuez à aller dans les messes traditionnelles? Oui.
À Paris? Je vais à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Ah, très bien, très bien. Bon, écoutez... Et je donne des cours à l'Institut Saint-Pédis. Ah oui, en plus, vous donnez des cours à l'Institut Saint-Pédis. Voilà. Une des surprises de ma vie se passe à Minsk en 2001. J'étais député européen, vous vous souvenez de cet épisode, et je faisais partie d'une mission d'observation du Parlement européen qui se mêle de tout, en Biélorussie, candidature de Loukachenko, 183e candidature de Loukachenko. Ces élections étaient... Bon, il y avait quand même un certain pluralisme, on ne peut pas dire que c'était la démocratie pure et simple. Mais il y avait pire tout de même. Il y avait une espèce de confiscation encore pire du pouvoir des Biélorusses, comme aujourd'hui des Russes, et d'une certaine façon des Ukrainiens d'ailleurs, mais on va en parler, par une nomenclature européenne qui veut tout régenter. Et c'était au point, à propos de cette mission à Minsk, qui m'avait amené à Minsk en 2001, qu'arrivant le vendredi dans ma chambre d'hôtel, l'avant-veille de l'élection, je suis tombé sur le communiqué condamnant les conditions inadmissibles dans lesquelles se sont déroulées, alors que je témoigne qu'il y avait plusieurs candidats, j'ai vu plusieurs bureaux de vote. Et le lendemain de l'élection, un lundi matin, je m'en souviendrai toujours, je n'ai pas pu supporter la conférence de presse que le Parlement européen joint à une mission de l'OSCE. Il y avait 2 Allemands à la tête des 2 missions, comme par hasard, déclarant que Loukachenko était un dictateur pur et simple, que ses élections étaient, etc. J'ai quand même témoigné, ce qui a un peu foutu en l'air la conférence de presse, j'étais député français, que le communiqué que venait de citer le président allemand était fait de toutes pièces, qu'on ne l'avait pas du tout arrêté ensemble, qu'il était même dans notre chambre d'hôtel. Bon. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a eu un certain charivari, je n'étais pas bien vu du reste de la délégation, et sont arrivés, alors là je ne vous avais pas vu du tout, derrière moi, en renfort, une escouade de jeunes démocrates anglais et américains que vous meniez, et je vous ai retrouvé à ce moment-là. En fait, je vous ai vu en entrant dans la salle, vous m'avez dit votre mécontentement sur le rapport que votre délégation présentait. Et moi, j'avais voulu poser une question et vous m'aviez donné le prétexte parfait. Oui, et je me suis levé pour poser la question suivante. Pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de l'opinion divergente d'un des membres de votre équipe? Et en posant cette question, derrière nous, puisque nous étions assis l'un à côté de l'autre, il y avait à notre insu je crois des Biélorusses ou des Russes ou des Ukrainiens, des Ukrainiens je crois aussi, qui étaient absolument ravis de ma question, puisque avec cette question nous avons démasqué cette arnaque de l'observation électorale, puisque c'est une arnaque. Oui. Et au moins 10 ans avant qu'on ne parlait de la désinformation, eh bien, c'est ce que j'avais observé et je continue à observer avec mes collègues. Eh bien, il y a ce mécanisme qui s'était mis en place au niveau de l'Union européenne, au niveau du Conseil de l'Europe, pour régenter l'Europe de l'Est. Pour dire la pluie et le beau temps, pour régenter l'Europe de l'Est et pour dire si oui ou non une élection devait être validée. Mais il n'y a pas que l'exemple biélorusse, il y avait l'exemple... oui, alors la Yougoslavie, c'est pire, puisque là, c'est la guerre. Pour vous, important. Oui, bien sûr, je veux bien en parler, mais pour les élections, je peux multiplier l'exemple. C'était d'ailleurs absolument systématique. Si le candidat adoubé par l'Occident gagnait, l'élection était conforme, et sinon, c'était pas conforme. Et pour ne prendre qu'un autre exemple, je me souviens d'avoir entendu une autre délégation en Slovaquie cette fois qui disait nous allons continuer notre observation jusqu'à ce que le résultat soit conforme à ce que nous voulons. Donc, c'est une dictature. C'est et j'ai beaucoup suivi en effet l'évolution de l'Europe centrale et orientale dans le post-communisme, et c'est une arnaque gigantesque, puisque pendant, et c'est tout à fait pertinent à nos intérêts en commun, puisqu'à chaque fois qu'un homme d'État émergeait
que ce soit en Slovaquie, en Biélorussie, en Serbie, en Albanie, n'importe où, qu'il soit d'ailleurs de gauche ou de droite, qui avait un peu l'idée qu'il devait défendre son pays et ne pas le vendre, parce que c'était très simple. Il ne faut pas rentrer dans les théories politiques. Ou bien vous vendiez votre réseau de téléphone portable aux Américains, ou bien vous étiez un dictateur. Voilà. C'était aussi simple que ça. Oui. Voilà. Parce qu'il y avait le commerce derrière. Et dans cette époque, moi, par exemple, moi je connaissais un jeune Anglais, ça devait être, je ne sais plus, ça devait être dans les 2000, au début des années 2000, il n'avait pas encore 30 ans, il m'a dit, j'ai fait des études de gestion, de management, et nous sommes avec quelques copains sur le point d'acheter le réseau mobile de la Serbie. Des jeunes gens qui débarquent comme ça avec deux ou trois copains qui ont fait McKinsey ou je ne sais plus quel cabinet de conseil et qui réussissent par des tours de baguette financières à avoir des fonds. En fait, il n'a pas réussi à l'acheter. Mais c'était comme ça que l'Europe de l'Est a été vendue pendant toute la période post-communiste. C'est du fric. C'est une histoire de fric. C'est une histoire de la prédation à haute. Et puis, évidemment, je ne parle pas de la Russie qui est. Oui. J'ai compris. Dans les années 90. Oui. Alors, cher John Lowland, restons un petit peu sur cette bataille fondamentale qui a été la question yougoslave, parce que c'est le début de la grande ruée vers l'Est, on peut dire, des Occidentaux. Je n'aime pas utiliser ce terme, il n'est pas excellent à mon avis. Mais tout de suite, vous avez réagi là, dans l'affaire yougoslave, vous avez même pris la défense d'une certaine façon de... Alors j'ai réagi, pas tout de suite, j'ai réagi en 99. Oui. Donc pendant la guerre de Bosnie, je n'étais pas encore sur la même ligne que je ne suis aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais, hélas, je dois le confesser, mais à culpa, plutôt atlantiste dans les années 90. Et c'est la guerre du Kosovo. C'est l'attaque de l'OTAN contre la Yougoslavie. Les bombardements de Belgrade en mars 99. Pas que de Belgrade, de toute la Serbie. Il n'y avait pas que Belgrade. Toute la Serbie était bombardée. Toute la Serbie. Les centrales, les ponts... Oui, les centrales. Je ne savais pas qu'il y avait une telle étendue. Tout le territoire de la Serbie était bombardé. Les ponts sur le Danube à Novi Sad, dans le nord de la Serbie. Les centrales, les marchés, il y a eu une bavure terrible, le marché de Niš, où des gens ont été tués par dizaines avec des bombes de fragmentation, des civils, bombes à fragmentation. Non, tout le territoire de la Serbie, un peu le Monténégro aussi, puisqu'il y avait encore le Monténégro dans cette petite Yougoslavie qui restait encore en 99. Et sans aucun mandat de l'ONU, il faut le dire. C'était une guerre illégale, complètement illégale. En pleine Europe. Oui, une attaque, une guerre d'agression. Le terme d'occupation dont vous avez usé tout à l'heure. Et cette guerre, alors je l'ai vécue de la façon suivante. J'avais passé les années 90 à militer pour la souveraineté en Europe, c'est-à-dire contre l'Union européenne. Et en 90, j'ai eu un peu un moment c'était un peu le chemin de Damas, puisque j'ai compris avec beaucoup de retard que l'OTAN était tout aussi une menace à la souveraineté que l'Union européenne, ce que pour un esprit anglais n'était pas évident. Voilà. Et en plus, il y avait une dimension... Les traités européens mentionnent toujours l'OTAN. Ça, je le dis maintenant depuis plus de 20 ans, mais je ne le savais pas à cette époque-là. Et en plus, je l'ai vécu avec un moment personnel terrible. Mon père est décédé le jour de l'attaque et j'étais à ses côtés au moment où il soufflait son dernier... Rendait son dernier souffle et j'ai quitté sa chambre à l'hôpital pour me mettre dans une chambre voisine et j'ai allumé la télé, je ne pouvais pas dormir, j'ai vu les avions décoller. Et bon, il y avait aussi l'émotion du moment pour moi. Qui amplifie toutes les émotions. Et mon père qui avait été officier de la RAF pendant la guerre et donc je voyais cette même RAF attaquer la Yougoslavie.
Ah, et donc, oui, c'est très frappant, oui. Voilà, sortant de sa dimension défensive. Alors, voilà. Oui, c'est ça, devenant une alliance votre père, on n'a pas beaucoup parlé de vos parents. Votre père était pilote? Oui, il a intégré l'armée de terre en 1939. Et il a été très vite recyclé dans la RAF. Oui, parce qu'on avait besoin de pilotes. Surtout. Voilà, et je crois même en 40, donc très très tôt, il avait 20 ans. Non, il avait 19 ans en 39, il avait 20 ans en 40. À 21 ans, il était chef d'escadrille, donc il a eu une magnifique carrière, il a été décoré pour son action pendant la guerre. Et ensuite, il est devenu pilote de ligne dans le civil après la guerre. Dans la British Airways? Ça s'appelait à cette époque-là BOAC. Ah oui, BOAC. Voilà, c'était là. Mais alors c'est assez frappant, en effet, votre père meurt et vous faites un rapprochement entre ce que fut la RAF, dont il fut un héros, et puis cette armée qui attaque. Oui. Indûment, qui n'a rien pour se défendre. Qui viole évidemment la souveraineté, le droit, bien sûr, enfin je ne crois pas trop au droit international, mais qui viole de façon violente. Il faut y croire quand même au droit international un Pourquoi ? C'est une protection des souverainetés, justement. Je suis plus onusien que vous devez l'être. Je continue à croire. Le droit international n'existe pas. Ah mon Dieu. Le droit international, il y a des traités qui constitue, si vous voulez, le droit international, mais le droit... Alors moi, je veux bien, la charte de l'ONU, ça me va, c'est un traité comme les autres. Elle est très protectrice des souverainetés nationales. Sur le papier, oui. Écoutez, le papier, ça compte. Non, mais, en matière de droit. Non, ça ne compte pas. Ah bon? Non, ça ne compte pas, puisque sans la... Pascal le dit, je n'ai pas la citation exacte en tête. Le droit sans la force. Voilà. La justice et la force. Il faut que la force... soit exercée avec justice, et il faut que la justice soit dotée de la force. Voilà. Vous ne croyez pas en une armée internationale, par exemple? Ça vous fait rire? C'est trop national. Ah, j'ai travaillé avec un homme, Boutros-Ghali, qui y croyait beaucoup, mais bon, c'était peut-être une vue de l'esprit. En tout cas, j'ai vécu cette guerre de façon très émotionnelle, et puis, bien sûr, sur le plan de l'émotion, mais aussi intellectuellement, puisque c'était très évidemment une violation de la souveraineté d'un État. Et donc l'OTAN n'était pas du tout, comme on avait pu le croire peut-être, un défenseur de la souveraineté. Bien au contraire. Et en plus, je crois davantage à l'ONU, justement. Et en plus, cette attaque contre la Yougoslavie suivait les années de diabolisation des Serbes en Bosnie. Et c'était une sorte de répétition pour ce que nous connaissons maintenant, cette haine absolument inexpiable ou indéracinable de la Russie. Voilà. Et peut-être du monde orthodoxe. Oui. La Serbie est un bastion de l'orthodoxie. Justement. La guerre du Kosovo est une guerre de la nouvelle gauche contre l'ancienne gauche. Ah oui. C'est une guerre qui est livrée par Blair et Clinton contre un homme, Milosevic, dont ils pensaient, ancien socialiste, devenu nationaliste, pas tant que ça, mais enfin, quelqu'un qui voulait bien gouverner son pays. C'est la guerre absolument définitive de notre époque, puisque la nouvelle gauche mondialiste, des discours qui expliquaient que la souveraineté c'était fini, que l'État est un culte, que l'État souverain est un culte, que l'on va ranger, comme le disait Marx, au musée des Antiquités, comme... carrément, il dit Si, voilà. Et Blair explique qu'avec la mondialisation, nous ne pouvons pas tourner le dos, etc. Nous sommes tous interdépendants. Donc pour eux, c'était un moment clé où un nouveau régime allait naître, un nouveau régime mondial. C'était un moyen de faire main basse sur l'Europe de l'Est après l'effondrement du mur de Berlin aussi, ça. Bien sûr, mais idéologiquement faire main basse commerciale et économique. Idéologiquement pour eux, c'était le meurtre fondateur du mondialisme. C'était le meurtre fondateur, j'emploie volontiers un vocabulaire gérardien, c'était le meurtre fondateur du mondialisme, la guerre du Kosovo. La guerre du Kosovo, que vous avez suivie un peu comme journaliste alors là.
Oui, j'allais souvent, et je me suis rendu à Belgrade pendant le bombardement. J'ai vécu sur mon propre corps, comme on dit en allemand, auf meinem eigenen Leib, les bombardements. Je m'endormais avec les sirènes et les bombes. Ça a duré plus d'1 mois, je crois. Ça a duré 74 jours. Ça a duré de mars à juin. Et pour revenir à mon père, les bombardements se sont arrêtés le jour de son anniversaire. Enfin, c'est un peu la providence. Mais donc j'ai vécu ça de très près. Et puis, plusieurs années plus tard, j'ai pu rencontrer en prison le président Milosevic. Alors, oui. Auquel vous consacrez un livre. Auquel, ensuite, j'ai consacré un livre, puisque je suis le dernier occidental à avoir rencontré Milosevic. Mais il était à La Haye, non? Il était à La Haye, en prison à La Haye, au tribunal pénal international de La Haye. Et j'ai pu le rencontrer, j'ai passé 1h30 avec lui, c'était absolument fascinant. Puisque, il était désespéré, il était détruit ou... Non, pas du tout. Il était en prison, mais enfin, il n'était pas effondré. Il n'était pas du tout effondré. Non, au contraire. Il menait sa défense. Et bon, j'ai écrit un livre sur le procès. Le procès, c'était une escroquerie absolument répugnante, révoltante. Et qui en dit long sur justement le mondialisme et les institutions mondialistes qui se sont mises en place et qui avaient été mises en place d'ailleurs avant la guerre du Kosovo, puisque le tribunal a été créé en 1993, et qui seront consolidés par la Cour pénale internationale en 2000. Mais vous récusez même, ça vous avez écrit pas mal de choses là-dessus, le principe même de la Cour pénale internationale. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça va de pair mais avec je constate, le refus du droit international, ça, je comprends. Oui, parce que tout simplement, la justice et la force, ça va ensemble. Donc, soit vous avez un système juridico-politique avec une police, une armée, qui peut imposer ces critères par la force, soit vous n'en avez pas. Si vous l'avez, vous ne l'avez que parce que cette force assure aussi la protection du territoire concerné. Dans le cas d'un système international, il n'y a aucun lien, aucun contrat social, je n'aime pas le contrat social, mais enfin, il n'y a aucun lien, aucun contrat du tout entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent. Donc les institutions internationales rompent au plus profond, au niveau le plus profond, au cœur même, le contrat social. La puissance étatique ne se justifie que dans la mesure où elle protège aussi ses citoyens. Oui. Et là, nous avons mis en place des instances qui ne font pas cela et qui sont d'ailleurs, mais nous sommes maintenant à la fin d'un cycle. J'ai passé beaucoup de temps à critiquer ce cycle, mais je constate qu'il est maintenant en train de s'essouffler. Il est en voie de disparition. Il est en voie de disparition, avec d'ailleurs le mondialisme qui est en voie de disparition. C'est ce que vous pensez. Vous pensez que le mondialisme s'épuise oui. Avec l'émergence des BRICS en réalité. Avec les BRICS, avec la victoire de la Russie en Ukraine, avec la Chine qui est la puissance, la première puissance économique, et la Russie la première puissance militaire. Et l'Inde qui perce le bout du nez, et l'Iran, et un monde entièrement et avec les États-Unis qui, sous Trump, abandonnent eux aussi le mondialisme, puisque Trump met des tarifs partout. Donc il n'y a plus de libre-échange mondial. Le mondialisme est arrivé. Voilà. Donc cela, c'est un cycle. Nous avions un ami commun, Hervé Couto-Begari, qui avait écrit un livre, 2030, la fin de la mondialisation. Il a écrit ça en 2000. C'était assez bien vu. Bravo pour lui. Oui. Professeur à l'école de guerre dont j'aime tant citer le nom. Alors, la Russie, mon cher John. Oui. Parce que je vous ai retrouvé ensuite, notre histoire, notre amitié est un rebondissement. Après, je vous ai retrouvé comme secrétaire général de cet Institut pour la démocratie, dont nous parlions dans notre première émission. Quel regard avez-vous sur la Russie? Assez affectueux, je crois. Oui. Alors j'ai été cette année 1 fois en Russie et 3 fois l'an dernier, donc 3 fois en 2024. Oui, alors quand j'y suis retourné là récemment, j'ai donc renoué contact avec un pays pour lequel, oui, j'ai une très grande affection. Ma femme, mon épouse, est moitié russe, ma belle-mère est russe,
Donc j'ai beaucoup de Russie dans ma vie. Et ce pays... Vous avez une femme admirable, il faut le dire en passant. Merci. J'ai beaucoup d'admiration pour madame votre femme. Tout d'abord, oui, j'aime beaucoup les Russes. Tout d'abord, quand on arrive, alors j'étais à Saint-Pétersbourg et à Sotchi. Oui. À Sotchi, donc sur la mer Noire. 3 fois à Saint-Pétersbourg, 1 fois à Sotchi. Le pays est d'une prospérité absolument éclatante. Oui. C'est incroyable. Insolente. Et j'ai connu... On imagine la prospérité de la Russie et des villes nouvelles russes. J'ai connu l'Union soviétique. J'ai connu l'Union soviétique à la fin. J'ai été 2 ou 3 fois en Union soviétique. C'est très intéressant. À la fin, les années 80-90. Donc j'ai été au moins 3 fois en Union soviétique. Et puis j'ai été... sans doute en Russie quelques fois dans les années qui ont suivi l'effondrement. Et pendant mes activités précédentes, j'allais en effet dans des villes de province. J'ai toujours trouvé que ces villes étaient propres, étaient assez agréables. Et là, en revenant quelques années plus tard, 7 ou 8 ans plus tard, je ne vois que de la, comme vous dites, une prospérité insolente. C'est absolument incroyable. Les Français ne le savent pas, ne connaissent pas l'actuel dynamisme russe, qui n'est même pas dans une économie de guerre. C'est ça. Parce que la guerre en Ukraine compte, mais presque plus pour nous que pour la Russie. Oui. La Russie va son chemin, prospère, s'étend en Sibérie. Vous avez été en Russie récemment? Non, je n'y suis pas allé depuis 15 ans. Non, mais ça se sent, mais je vous parlais tout à l'heure un dynamisme incroyable. Je parlais tout à l'heure de Madame Thatcher. Je me souviens de ce redressement. Je l'ai vécu en Angleterre et je crois l'avoir, je ne l'ai pas vécu en direct, mais enfin je l'observe. Voilà. Et puis l'autre chose qui me frappe, et ça c'est beaucoup plus important, quand on discute avec les Russes aujourd'hui, les gens, on a affaire à des gens normaux. et non pas à des gens déformés, dégénérés, induits en erreur, croyant en tout et n'importe quoi. Avec des folies dans la tête. Vous avez dû souffrir comme des millions et des millions de gens, y compris ceux qui à travers le monde aiment la France, quand vous avez vu le spectacle d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est ce à quoi vous faites référence. Nous sommes un peu fous ici. Bien sûr, non, mais c'est grotesque. On est complètement mais comme a dit mon ami Xavier Moreau, la cérémonie des JO, les élites françaises, enfin ceux qui ont organisé ce spectacle, se sont montrés comme ils sont. Hideux. Comment? Oui. Hideux, ridicules, dégénérés, stupides, grotesques, moches. Ils se sont il y a la laideur, vous avez raison d'introduire cet élément esthétique. La laideur est signe de la mauvaiseté, on peut dire. Mais ils se sont montrés comme ils sont. Mais je ne parle pas que de cela, je parle de tous ceux qui, malheureusement, peuvent être influencés par ces idées-là, par le wokisme, par tout ce que l'on connaît. Et cela est malheureusement, enfin heureusement, et la Russie a été épargnée jusqu'à présent, comme d'ailleurs une grande partie de l'Europe de l'Est. C'est le phénomène que par exemple, mais pas que, enfin Roumanie, Pologne, etc. Plus on va à l'Est, et plus les gens sont normaux. Les gens sont normaux. Mais qu'allons-nous devenir à l'Ouest? Bon, alors, poursuivons notre conversation. Nous avons encore un peu de temps, mais avec vous, d'ailleurs, il faudrait un très grand nombre de conversations. Rien ne vous a étonné dans le terrible, affreux feuilleton ukrainien. Ça n'était que la répétition de toutes les tentatives de déstabilisation et d'utilisation, de pillage commercial de l'Europe de l'Est, que se sont mis dans le bobichon j'allais dire les anglo-saxons, excusez-moi, mais il y a un petit peu d'anglais quand même, mais aussi les Américains, quand ils ont vu s'effondrer ce qui, à leurs yeux, n'était qu'un marché à conquérir, à conquérir, en corrompant les élites, comme vous l'avez dit dans notre première conversation, et en se mettant tout le monde dans la poche, le but suprême étant de détruire la Russie. Oui, bien sûr, mais c'est tout cela est dans en 97. Tout cela est dans Brzezinski. Ce n'est pas, bien sûr, c'est pour détruire la Russie, mais c'est pour
diviser l'Eurasie, donc pour empêcher à ce que la Russie, la Chine, les autres puissances eurasiatiques s'unissent. Et Brzezinski, il faut lui quand même reconnaître ce mérite, il dit dans le Grand Échiquier, si jamais les grandes puissances eurasiatiques, les deux grandes puissances eurasiatiques devaient s'unir, c'est-à-dire la Russie et la Chine, et si, par exemple, l'Iran devait se rallier à cette alliance, eh bien, le grand plan, le grand échiquier s'effondre. Donc Brzezinski a vu comment cela allait se terminer. Et nous y sommes. Donc il y a ce plan américain où l'Europe joue le rôle. Alors pour assurer la division de l'Eurasie, il faut plusieurs points d'appui sur les périphéries. Je raisonne en termes de géopolitique macindérienne. La Biélorussie, dont nous avons parlé, la Géorgie. Non, la périphérie, c'est plutôt l'Europe occidentale, certains points d'appui au Moyen-Orient, que tout le monde connaît, mais pas que Israël, aussi l'Arabie Saoudite, etc. Et en Extrême-Orient, voilà, le Japon par exemple, la Corée du Sud, etc. Donc voilà les points d'appui pour empêcher à ce que l'Eurasie s'unisse. Ce que je voulais dire sur l'Ukraine, alors tout d'abord, c'est tout simple, c'est un peu comme pour l'Europe de l'Est, c'est du grand banditisme, c'est du fric, voilà. C'est du grand banditisme, mais à l'échelle internationale. Je voudrais dire une chose sur la... Alors, bien sûr, les Américains sont à l'origine de tout cela, c'est absolument incontestable. Mais ce qui est profondément répugnant, c'est que les Européens ont joué le rôle de facilitateurs du plan américain. Alors que c'est fabriqué contre eux. Oui. En partie. Oui, parce que le but c'est aussi de diviser bien sûr la Russie de l'Allemagne et du reste de l'Europe. Et de l'Europe, ça c'est sûr. Mais de diviser tout le monde en fait. Ils ont joué le rôle de facilitateurs en 2014 au moment du Maïdan, parce que au moment même où les Américains avaient décidé en amont, en février 2014, de renverser le régime Yanukovych, il y a des réunions je crois à Munich. Qui n'étaient pas assez anti-russes à leurs yeux. Voilà. Qui voulaient justement un équilibre, donc qui compte pour pro-russe, mais il n'était pas pro-russe, il voulait un équilibre. Tranquillement ukrainien, oui. Ce sont les Européens, les ministres français, allemands et polonais qui ont négocié un accord de paix entre les opposants sur la place Maïdan et le pouvoir de Yanukovych. Cet accord a eu comme conséquence que Yanukovych a retiré ses forces de la place Maïdan, qui a donc permis aux milices sur la place Maïdan, au coup d'État. Donc les Européens... Des milices payées par les États-Unis, il faut le dire. Ont directement facilité le coup d'État. Directement facilité le coup d'État. Oui. Voilà le rôle de l'Europe. L'Europe est la farce, le dindon de la farce. Oui. Puisque l'Europe, mais c'est pire en fait que le dindon de la farce, puisque l'Europe facilite sa propre destruction. Mais jusqu'à Trump, le dindon de la farce, c'était aussi les États-Unis, puisqu'ils obtenaient ce que craignait par-dessus tout Brzezinski, c'est-à-dire de jeter Poutine dans les bras de Pékin. Oui, c'était pas fait du tout pour diviser les États-Unis. Cela se prépare depuis bien avant. L'alliance sino-russe est beaucoup plus ancienne. Et entre les deux puissances, vous voulez dire ? Entre la Russie et la Chine. Oui, on avait l'impression que Poutine était assez occidentaliste et qu'il attendait beaucoup de l'Europe de l'Ouest dans ses premières années. Dans ses premières années, mais c'était fini. En tout cas, après 2014, c'était fini. Même avant, parce qu'on avait promis de ne pas étendre l'OTAN près de la Russie, et les pays baltes avaient été enrôlés, la Pologne surarmée, etc. Le jeu américain, enfin états-unien, il ne faut pas dire américain, je crois, est d'un cynisme épouvantable et en plus n'aboutit pas exactement à l'objectif recherché initialement, c'est-à-dire d'opposer ces deux puissances. Oui. Comment voyez-vous la solution ? Vous apercevez une solution, vous qui connaissez très bien le dossier ukrainien ? Nous sommes aujourd'hui le combien ? Nous sommes le 20 Alors nous sommes diffusés en décembre. D'accord, bon. Ça sera sans doute périmé, ce que je vais vous dire, ça sera périmé au moment de l'émission. Nous sommes à la fin du mois de novembre. Mais il y a un jour ou deux,
plan de paix a été fuité avec 28 points auxquels le président Zelensky a fait allusion dans un discours en visio hier. Nous ne savons pas. Alors, il faut supposer que si Zelensky en parle, c'est un vrai projet, que cela existe. Oui. Le document est absolument extraordinaire. C'est un document qui a été plus ou moins rédigé par la Russie. Capitulation sur tous les fronts. Mais avalisé par Trump, alors. Avalisé par Trump, puisque la Russie dit ne pas avoir reçu aucun plan, aucune proposition de la part des Américains. Donc ce document est déjà fuité, sans que cela ne soit un document que les Américains auraient communiqué aux Russes. Donc nous sommes dans l'obscurité totale. Mais si il est ainsi, cela veut dire que les Américains proposent, là depuis un jour ou deux, ce que la Russie veut. Oui. Avec des compensations commerciales que Trump a très nettement en tête. Mais bon. Oui, les compensations commerciales étant que l'Europe paye pour tout. Oui. Paye encore plus qu'elle n'a déjà... Et que les marchés ukrainiens, éventuellement russes, s'ouvrent. Non pas à l'Europe de l'Ouest, mais aux entreprises américaines. D'ailleurs, je pense que Trump a envie de faire comprendre, d'où ces tergiversations, à ses infrastructures, son appareil militaro-industriel belliciste, qu'il a plus à gagner à la paix qu'à la guerre, c'est-à-dire en conquérant des marchés. Je l'espère. Et en essayant de jouer sur les deux tableaux, en faisant acheter des armes par les Européens. Il met dans son plan de paix justement du fric aussi pour le complexe militaro-industriel. Oui, voilà. il faut équilibrer l'Europe, les avantages. Il est inconcevable, inimaginable combien l'Europe s'est suicidée dans cette affaire. Puisque justement les Européens qui se profilent tout grands, qui veulent se mettre tout grands, qui disent il faut que nous soyons impliqués dans les négociations, etc. Voilà qu'un document arrive, ils sont totalement marginalisés. Ça, c'est nos trois premiers ministres allemands, britanniques et le président français qui sont mouillés dans cette affaire dont ils ne sortiront jamais. C'est absolument lamentable. Oui. C'est lamentable. Et bien sûr, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Europe, puisque si en effet la facture est à nous, elle est immense. Le banditisme en Ukraine et en Europe est d'une ampleur presque inimaginable. C'est nous qui sommes, avec sans doute plusieurs Américains, mais qui sommes en plein dedans. Et nous, les Européens, les citoyens européens, c'est Nicolas qui paye, c'est Nicolas qui va payer pour tout. Je comprends pas l'aveuglement des Français. Je ne pense pas qu'on aille jusqu'à envoyer des militaires français sur le front, mais presque tout est possible finalement. La paix sera trouvée, bonne ou mauvaise, avant cela. Non, si les Français ou les Anglais envoient des troupes en Ukraine, ils seront tués par les Russes. S'il y a cela dans l'accord de paix, il n'y aura pas d'accord de paix. Ça, c'est absolument sûr. Et d'ailleurs, le document qui a été publié dit le contraire, dit qu'il n'y aura pas de troupes otaniennes en Ukraine. Oui, parce que les Russes ne l'accepteront pas. Mais nous sommes vraiment au bout d'une logique européiste qui est au bout de souffle et qui vraiment que vous avez aperçu échoué depuis ses origines. Voilà, il faut échoué sur tous les plans. Il y a une dimension prophétique chez vous, parce que vous avez vu ça de très très loin. Oui, mais je parle aussi d'une vision de l'Europe qui a été annoncée en 2019 par Ursula von der Leyen quand elle a été nommée. Elle a dit « Je veux une commission géopolitique ». Donc elle avait déjà en tête cette dimension géopolitique de l'Union européenne. Elle était là pour ça. Elle ne l'a pas dit. Comment ? Elle était là pour ça. Enfin, oui, mais enfin, elle est quand même allemande, ce n'est pas neutre, ce n'est pas anodin, et sans doute pensait-elle déjà, bien avant la guerre en Ukraine, à un affrontement avec la Russie. Et ce projet-là, il est en train de tomber en ruine. De se casser la figure. Ça ne vous empêche pas de continuer infatigablement votre action militante, outre les cours que vous donnez, des ouvrages peut-être que vous allez nous préparer. Je n'ai pas d'ouvrage, pas d'ouvrage en tête, non.
Mais Vous faites beaucoup d'articles? Même pas. J'écris de moins en moins. De moins en moins? Je donne des cours, je me consacre beaucoup à mes cours. Merci pour les articles que vous avez donnés au Nouveau Conservateur. J'ai une question d'ailleurs. Le mot conservateur, qui est très important pour un Britannique, il se transpose en France, d'après vous? Évidemment, le Nouveau Conservateur essaie d'imposer le mot. Est-ce qu'il a des chances en France et comment le voyez-vous? Alors, sur le plan de la résonance linguistique, je n'y crois pas trop. Ah. Parce que j'ai l'impression que le mot conservateur est une insulte. À propos des néoconservateurs américains? Non. Parce qu'en France, on dit conservateur pour dénoncer quelqu'un qui est, soi-disant, contre le changement, qui est ringard et tout. Ouais. Mais bien évidemment, j'y crois beaucoup, puisque j'ai cité Rémi Braque dans l'autre émission. Cette notion d'une civilisation dont nous sommes les héritiers et que nous devons non seulement conserver, mais augmenter pour transmettre, afin que la barbarie en aval soit à soumettre. Ça, pour moi, c'est le conservatisme. Le conservatisme, ce n'est pas seulement conserver, c'est conserver et amplifier. La barbarie marche pourtant vers nous. Oui. Que deviennent les hommes, les Occidentaux, les Européens, les États-Uniens? Je ne vois pas d'issue pour le moment. Ça ne vous empêche pas de continuer à œuvrer. Vous le faites auprès d'un homme dont il faut que nous parlions, parce que vous avez beaucoup d'affection pour lui, oui. Qui s'appelle Thierry Baudet. Qui, malgré son nom, est néerlandais. D'origine française, oui. Il est bien sûr d'origine française. Il est sa famille, néerlandais, homme politique néerlandais, fondateur d'un parti, homme absolument remarquable. Il a 40 ans. Je l'ai connu par un ami en commun anglais. Il a fait ses études auprès d'un philosophe anglais, Roger Scruton. Il a fondé... Philosophe conservateur. Voilà, il a fondé en 2016, Thierry, un parti politique, d'abord un think tank et ensuite un parti pour... En fait, les origines de ce parti se trouvent en Ukraine, puisqu'il a monté un référendum contre l'accord d'association avec l'Ukraine en 2016, qu'il a gagné. Oui, c'est ça. Il a gagné ce référendum. Oui, et le référendum, on n'en a pas parlé. Le gouvernement néerlandais n'en a pas tenu compte. Il y a eu un a référendum dit qu'il n'allait pas en tenu compte, et ensuite ils ont enlevé la possibilité de faire des référendums dans la constitution néerlandaise. Mais c'est un homme remarquable, c'est un ami, donc je plaide pour ma Vous voyagez avec lui parce qu'il étend son influence sur plusieurs pays. Et voilà, il a fondé un parti. Ce parti est maintenant le plus grand parti en termes de nombre aux Pays-Bas. Ils ont 60 000 membres. Plus que celui de... Le parti de Wilders n'a qu'un seul membre. Le parti de Wilders n'a qu'un seul membre. Wilders. Ah bon? Voilà, donc c'est un faux, son parti n'a qu'un... Je n'invente rien. Je tombe des nues. Ah bon? Le parti de Wilders n'a qu'un seul nombre. Rien n'empêche dans la législation néerlandaise qu'un parti n'ait qu'un seul nombre. Oui. Voilà, je pense que ça doit être pareil dans tous les... En France, il en faut deux, il faut un trésorier. D'accord, bon. Lui, il n'en a qu'un seul. Donc Thierry, justement, croit profondément que la politique ne changera rien. Que l'action politique ne changera rien. Que les grands changements en politique ont lieu à cause de facteurs extérieurs. Clubs de réflexion, finances, entreprises, intérêts commerciaux, etc., etc. La Révolution française, elle s'est faite comment? Elle s'est faite par... Révolution intellectuelle d'abord. Voilà, intellectuelle, et ensuite... économique. Voilà, exactement. Donc ça, c'est une des croyances... Le politique est très en aval. Exactement. La conséquence de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle Thierry s'est consacré à la création de ce grand parti, puisque c'est le... Si je vous dis 60 000 membres, les Pays-Bas ont 17 millions d'habitants, 17 ou 18 millions. Le AFD en Allemagne n'a que 40 000 membres. Et oui, donc dans un pays qui est beaucoup plus grand, voilà. Et je ne sais pas combien sont les membres des partis politiques français. Ils montent, on ne peut pas savoir. Voilà. Non, mais 60 000, c'est pas rien. Énorme, et donc, pour lui, sa vision, c'est de créer justement un mouvement civilisationnel. À l'échelle européenne. Si possible, à l'échelle européenne. Parce que je sais qu'il voyage, vous étiez il y a quelques jours à Vienne. Nous étions à Vienne. Nous avons été reçus à Vienne par l'arrière-petit-fils
de l'archiduc Franz Ferdinand. Le fameux, le pauvre, tristement fameux. L'héritier du trône austro-hongrois, assassiné le 28 juin 1914, dont l'assassinat a évidemment déclenché la Première Guerre mondiale. Et il nous a parlé, cet héritier, l'actuel, enfin il n'est pas lui, je crois, le duc actuel. De toute façon, il n'y a pas de titre en Autriche. Il n'y a même pas le particule en Autriche, ils ont même aboli les particules. Donc M. Hohenberg nous a reçus, mais enfin il est quand même le descendant. Et j'ai trouvé cela profondément émouvant. Il a parlé du mondialisme, il est contre le mondialisme, il est contre tout ce que nous opposons aussi. Mais j'ai trouvé cela émouvant parce qu'encore une fois, cette Première Guerre mondiale, elle a éclaté aux Balkans. Pourquoi? Puisque aux Balkans, bien en amont de 1914, les tensions entre l'Autriche, les puissances centrales, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne et la Russie, avaient déjà, c'était elles en fait qui sont à l'origine de la guerre. Oui. Il ne l'a pas dit dans son petit discours devant nous. Mais le fait que lui, en tant que descendant, mette le doigt sur cette guerre qui bat son plein actuellement en Europe, m'a profondément ému, puisque justement, je l'ai dit, je pense que ces guerres sont des guerres germano-russes. Tout est accaparé par Geert Wilders, parce qu'il a une... c'est une bonne question. Non, le parti est un vrai parti avec des députés. On a eu des députés Forum européens. Pour la démocratie. Oui. Maintenant, 7 députés au Parlement néerlandais, 3 sénateurs, et malheureusement aucun député européen. On en a eu, mais ils sont partis. Donc non, c'est un vrai parti politique. Et, alors oui, Wilders éclipse tout, mais Wilders a beaucoup baissé dans les dernières élections. Oui. Wilders est baissé de 37, je crois, ou 36 sièges à 26, donc il en a perdu 10. Oui. Et nous sommes montés de 3 à 7. Donc nous sommes très contents du résultat des élections. Pour finir sur la traduction française du livre dont nous parlions, La liberté des nations, on peut imaginer une Grande-Bretagne dirigée par Nigel Farage, les Pays-Bas dirigés par Thierry Baudet. Bah, il faut rêver. Et la renaissance d'une Europe des nations. Il faut rêver, mais encore une fois, je suis assez d'accord avec Thierry sur... le fait que la politique ne peut rien ou peut changer. D'ailleurs, l'expérience Wilders l'a montré, puisque Wilders était au pouvoir pendant plus d'1 an. Oui. Il n'a rien fait, même pas sur l'immigration, même pas sur les lois. Madame Meloni sur les lois. Italie, oui, voilà. J'ai l'impression qu'elle a fait un peu plus d'ailleurs que lui. Bon. Rien. Alors lui, il est en coalition, elle aussi, mais c'est une coalition de droite. Mais nous sommes, c'est pas à vous que je l'apprendrai, dans des États, nous sommes tous dans des États où l'État profond gouverne et la démocratie, c'est une feuille de salade. C'est une mascarade. C'est une mascarade. Donc le travail à faire, c'est un travail civilisationnel en amont. C'est un travail civilisationnel, mais aussi économique. Il faut créer des banques, il faut créer des entreprises, il faut créer un intérêt commercial. Il faut que les gens voient, on dit en anglais, ou de quel côté leur toast est beurré. C'est une expression anglaise. Je vois l'expression. Pour que cela change. Bon. Il n'en reste pas moins à la fin de notre conversation que je reste assez pessimiste et que l'évolution du monde nous est tellement peu favorable, y compris aux vieilles nations européennes, que nous risquons bien d'être brouillés. Faut-il citer un autre Britannique, Enoch Powell, qui était très sombre sur l'avenir de l'Europe de l'Ouest, pensant beaucoup à l'immigration et à l'invasion. Enoch Powell a été prophétique sur l'immigration, je crois, à la fin des années 60 ou au début des années 70. Il a dit dans le discours pour lequel il est resté célèbre que imaginez un instant que 50 000 immigrés arrivaient au Royaume-Uni. Il parlait en termes de dizaines de milliers. Or, aujourd'hui, nous sommes à des millions par année. Oui. 1 million par an au Royaume-Uni. Oui. Plus d'1 million par an. Oui. C'est la ville de Birmingham qui s'installe
au Royaume-Uni chaque année. Donc oui, il a été prophétique, mais malheureusement, nous sommes dans un autre cas de figure aujourd'hui. Est-ce que les nations meurent? Peut-être par le grand remplacement, peut-être. Eh bien, peut-être que nous allons nous quitter là, mon cher John, c'est un peu triste. Mais vous faites partie de ces gens qui n'ont jamais abandonné le combat, qui ont toujours aimé la vérité, qui ont sacrifié une partie, une carrière qui aurait pu être beaucoup plus reluisante au sens banal du terme. Mais malgré tout, vous faites partie de ces hombres dignos qui se regardent dans une glace sans craindre de la honte. Et c'est une chose très importante. Merci. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, puisqu'on se revoit périodiquement ici ou là. J'espère que nous ne nous quitterons pas, mon cher John. Je l'espère aussi. Pour ces conversations qui se prolongeront sans doute. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci encore.